Tu m'étonnes de me laisser tranquille. C'est mon stylo. On échange de stylo, t'inquiète pas chérie, je récupère ton stylo. Je crois que j'ai vu. Là. Est-ce que tu aimes bien que je mette des habits devant toi? Les castors de matin. Non, ça c'est un truc. On a même gagné un clavier. Ça, c'est dans les services de gravement. Je sais pas, l'audience va reprendre. Je l'ai activé. Alors, la Cour se réunit aujourd'hui afin de rendre un jugement dans l'affaire Billy Pelzer, ministère public contre Billy Pelzer. Par une ordonnance de mise en accusation, le juge d'instruction a renvoyé M. Billy Pelzer devant la Cour correctionnelle de l'Érage, les chefs d'accusation suivants: mise en danger délibérée d'autrui, homicide involontaire, dégradation de biens publics et privés et violence involontaire. Je vais procéder à un rappel des faits. Je donnerai la parole au ministère public et ensuite à l'avocat de la défense. Randall Pelzer, dont la profession était inventeur, se renda dans le quartier de Chinatown à New York pour tenter de vendre ses inventions et dénicher un cadeau de Noël original pour son fils Billy. Il fut mis en relation avec un marchand de ce quartier asiatique, M. Wing, et souhaitait acquérir une petite créature à fourrure, un mogwai. M. Wing avait refusé catégoriquement de vendre le mogwai car, selon lui, la prise en charge de cette espèce animalière entraînait de trop lourdes responsabilités pour son acquéreur. Le petit-fils du marchand décida malgré tout de vendre le mogwai à Randall, non sans lui rappeler les règles à respecter. Ces règles sont au nombre de 3. Ne pas exposer le mogwai à la lumière et en particulier celle du soleil, car elle peut, en plus de lui donner un coup de soleil, le tuer. Ne pas le mouiller ni lui faire boire de l'eau. Ne jamais lui donner à manger après minuit. Plus tard, Randall rentrait chez lui afin d'offrir à Billy le mogwai, qui s'appelle maintenant Gizmo, en lui expliquant les 3 règles précitées. Pete, un enfant de la ville, livra un sapin de Noël à la famille Pelzer. Billy, après l'avoir invité dans sa chambre, lui présenta Gizmo, le mogwai. Toutefois, Pete renversa un verre d'eau sur Gizmo, ce qui avait pour conséquence de le multiplier. Ainsi, 5 autres mogwais furent créés, dont un avec une mèche et qui, contrairement à Gizmo, se montra odieux, grossier et farceur. Un jour, Billy se rend au laboratoire de Roy Hanson, son professeur de sciences, et clone un mogwai en versant une goutte d'eau sur ce dernier pour le lui laisser afin de mener des tests.
Roy garda donc l'un des deux Mogwai et Billy reparta avec lui. Le soir, alors que Billy regardait la télévision, les Mogwai, préalablement créés, réclamèrent avec insistance de la nourriture. Constatant que son réveil n'indiquait pas encore minuit, Billy leur donna à manger et s'endormit devant son film avec Gizmo, sans savoir à ce moment-là que l'alimentation électrique du réveil avait auparavant été grignotée et que l'heure affichée par le réveil était fausse, au moment où il avait donné de la nourriture aux Mogwai. De son côté, Roy Hanson, le professeur de sciences de Billy, quitta son laboratoire en laissant un reste de sandwich à portée de son Mogwai en cage, qui se nourrit donc après minuit. Au matin, tous les Mogwai s'étant nourris après minuit, excepté Gizmo, se sont transformés en cocons visqueux à l'intérieur desquels ils se métamorphosèrent et donnèrent naissance à des gremlins. Des créatures aux grandes oreilles, aux dents acérées et à la peau de reptiles, qui n'avaient plus rien à voir avec les Mogwai. Billy se rendait à l'école pour voir Roy, mais retrouva son corps sans vie, près du gremlin qui l'avait tué. Billy fut attaqué par la créature et tenta de prévenir sa mère du danger qu'elle courait. Elle était seule à la maison avec les 5 autres gremlins et se battait avec eux, essayant de se défendre avec des ustensiles de cuisine. Elle parvint à en tuer 3. Le seul gremlin survivant, que l'on peut distinguer en raison de sa crête, arriva à s'échapper. Poursuivi par Billy, le gremlin plongea dans une piscine municipale, causant une multiplication phénoménale. Billy prit la fuite, la piscine fut envahie par un écran de fumée et de rires sadiques. Les gremlins sèmèrent la panique dans Kingston Falls et détériorèrent tous les biens publics et privés se trouvant sur leur passage. Pendant ce temps, les créatures tuèrent Madame Deagle en déréglant son fauteuil d'escalier, ce qui la précipita par une fenêtre, et lancèrent un chasse-neige contre la maison du couple Futterman. Bien qu'ils aient été laissés pour morts, ils survécurent. Toutes les créatures s'étant réfugiées au cinéma de la ville, Billy et son amie Kate parvinrent à les enfermer et firent exploser le cinéma. Tous les gremlins succombèrent, sauf celui avec la crête qui, après avoir quitté les lieux juste avant l'explosion, se mit à chercher un point d'eau. Il parvint à trouver une petite fontaine afin de se multiplier à nouveau et venger ses compagnons morts dans le cinéma. Le jour se leva et alors qu'il entama sa multiplication, Gizmo, qui s'était échappé, réussit à ouvrir une fenêtre exposant la créature à la lumière du jour qui le liquéfia. Monsieur Pelzer encourt donc 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Seront entendus le réquisitoire de l'avocat général, représentant le ministère public, puis le conseil de l'accusé. Et la Cour délibérera après les plaidoiries afin de rendre son verdict. Maître, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, ce 25 décembre 1984, un soleil rouge s'est levé. Beaucoup de sang a coulé cette nuit-là à Kings Falls. Madame la Présidente, vous avez rappelé les faits. À titre liminaire, je tiens à rappeler à votre tribunal que la prescription en matière pénale ne s'applique pas conformément au Code de procédure pénale de l'érage. De même, votre tribunal a une compétence mondiale conformément au code précité. Pour ce qui est des preuves, les faits sont là. Nous avons un film de 1h50 qui est sur des plateformes, sur des sites internet, accessibles par tous. Les faits sont établis. Il n'y a plus qu'à en déduire l'imputabilité. Je voudrais tout de même attirer votre attention sur une particularité de ce dossier. Jusqu'à présent, vous avez eu à juger d'affaires avec M. X, dit Fantomas, M. Scar et M. Jacques Houille, dit La Fripouille. Ces 3 protagonistes, nous en conviendrons aisément, sont des anti-héros qui sèment dans l'opinion que dégoût et mépris. Mais pour ce qui est de M. Pelzer, il apparaît être un jeune homme charmant, bien sous tout rapport. La sagesse de votre tribunal ne se laissera pas berner. Monsieur Pelzer a reçu à Noël, drôle de cadeau de Noël, Gizmo, un petit Mogwai, comme vous l'avez rappelé. Je le concède, Gizmo est aussi mignon que Grogu, alias bébé Yoda. Mais sans être Spider-Man, il est constant qu'un animal implique de grandes responsabilités, et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un Mogwai. Monsieur Pelzer devait respecter 3 règles simples et basiques qui lui ont été rappelées par son père.
Force est de constater que M. Pelzer a la capacité intellectuelle d'une petite cuillère, puisqu'en l'espace de 3 jours, il a entraîné la mort de 2 personnes, celle de Mme Deagle et M. Hanson, la destruction de la moitié de la ville et la mise en danger de la vie des habitants de Kingsford. Sur le comportement, donc, je vais revenir sur la multiplication des mogwai et leur transformation en gremlins, parce que tout découle de là, en fait, du caractère de la négligence, de l'imprudence de M. Pelzer par rapport à la multiplication, puis à la transformation des gremlins. Tout d'abord, il a présenté Gizmo à Pete, un enfant qui doit avoir quoi, une dizaine d'années. Est-ce que vous concevez sérieusement présenter un animal à un enfant de cet âge-là sans lui expliquer les règles de base? Allez-vous laisser un enfant passer derrière un cheval sans lui dire « Attention, ne passe pas derrière ce cheval, mets-toi bien à l'écart pour ne pas te prendre un coup de sabot ». Allez-vous laisser un enfant caresser un chien alors que le chien montre les dents? Non, vous allez lui expliquer les règles de base qui sont pour un mogwai, ne pas le mouiller, ne pas le mettre à la lumière et ne pas lui donner à manger après minuit. Voici les règles de base qui auraient dû être expliquées à Pete, chose que M. Pelzer n'a absolument pas fait. Ce qui arriva, n'expliquant pas les règles au préalable. Il a renversé un verre d'eau sur le mogwai et ça, c'est une négligence qui est due à M. Pelzer. Il aurait pu s'arrêter là, mais non, il a continué. Il a emmené le petit mogwai Gizmo en constatant cette multiplication faramineuse de mogwai à son professeur, M. Hanson. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une petite pipette, il a dit « Regardez, hop, un nouveau mogwai apparaît ». Pourquoi? Pour mener des expériences sur ce petit mogwai, ce qui est tout de même d'un point de vue éthique tout à fait contestable, nous le condamnons. Il était fier de cela et peut-être voulait-il simplement des meilleurs acteurs. Outre cette petite multiplication de mogwai, il n'a à aucun moment communiqué les règles au professeur Hanson. La suite est toute logique. Le professeur Hanson laisse un sandwich, le mogwai est censé vivre durant la nuit, il est 2h20 du matin. Au même moment, M. Pelzer va nourrir les mogwai. Alors certes, son réveil est coupé, il indique 23h30. Mais là, il est 2h20 du matin. 2h20. Est-ce que, je ne sais pas comment on peut concevoir qu'à 2h20, on n'arrive pas à se rendre compte qu'il est une heure avancée dans la nuit et qu'il ne peut pas être 23h15 comme l'indique le réveil. Il a donc nourri les petits mogwai qui, bien évidemment, se sont transformés. Au réveil, nous avons M. Pelzer qui constate que ces petits mogwai forment des petites masses visqueuses parfaitement particulières. On pourrait reprocher également à M. Pelzer de ne pas avoir lu Tolkien parce qu'il se serait aperçu que des mogwai qui se transforment en petits orques, ça peut être inquiétant. Non, il a préféré aller voir son professeur au lycée pour lui dire « Regardez, regardez ce qui se passe avec mes mogwai ». Évidemment, il arrive au lycée et la suite s'ensuit. Tout cela constitue une imprudence, une négligence manifeste et délibérée qui a entraîné la mise en danger de l'intégralité des habitants de Kingsford. Nous reprenons la suite. Il arrive au lycée, enfin en tout cas là où est le professeur Hanson. Il constate que ce dernier est avec une seringue dans le postérieur allongée au sol. Il ne vient même pas l'idée d'essayer de le secourir. Non, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir où est le petit gremlin, puisque le mogwai est devenu gremlin. La mort du professeur Hanson ne le pousse absolument pas à prévenir les autorités, à signaler ce qu'il se passe. Il préfère appeler sa maman, courir chez elle et puis voir si elle va bien, parce que de fait, il l'a laissée avec 5 petits gremlins. Tout se poursuit. Il décide finalement de recourir aux autorités, qui, bien évidemment, trop tard, se moquent de lui, certes, mais il les prévient beaucoup trop tard. On peut aussi s'attarder sur la mort de Mme Deagle, cette personne qu'il déteste particulièrement, qui se retrouve éjectée de son siège électrique, la propulsant par la fenêtre au point que le sol n'en était même plus palpable, pour s'écraser au sol. 2 morts en l'espace de 3 jours. Le professeur Hanson et Mme Deagle. 2 homicides involontaires, certes,
mais qui sont dues à la négligence, à l'imprudence manifeste des règles non respectées pourtant connues de M. Pelzer. Enfin, sur la dégradation des biens, je vais être bref. M. Pelzer a, alors certainement pour tenter un rapprochement avec Mademoiselle Kate, décidé de faire exploser un cinéma, parce que c'est un peu comme dans Inglourious Basterds. Et on pourrait soulever la légitime défense. Cependant, le caractère proportionné me paraît totalement inconcevable de faire exploser littéralement l'intégralité d'un cinéma pour tout simplement tuer quelques gremlins et en plus les laisser s'enfuir pour certains. En conséquence, tous les chefs d'accusation M. Pelzer se rend coupable de la mise en danger d'autrui, ce qui est manifeste d'un double homicide involontaire et de dégradation de biens publics et privés. Il est demandé une peine de 3 ans d'emprisonnement avec une peine de sûreté de 1 an à votre tribunal sans sursis ni aménagement de peine. Merci, Madame la Présidente. Madame, Monsieur le tribunal. Avant d'arriver ici, je m'étais dit qu'on avait un petit peu forcé la mule du côté du parquet. Et puis, je vous ai écouté, Madame la Présidente, présenter cette juridiction comme une cour correctionnelle et non un tribunal. Donc déjà, je voyais la gravité, le ton grave que l'on employait et qu'on souhaitait finalement démontrer que mon client n'est autre qu'une bête féroce, un dangereux criminel qu'il faut enfermer et qu'il convient de mettre sur le banc de la société. Alors, j'ai adoré le début des réquisitions, romancé, un soleil rouge, beaucoup de sang. Il ne manquerait plus que Marine Le Pen arrive à ce moment-là et nous serions peut-être dans un film d'horreur. Néanmoins, aucune preuve de ce soleil rouge, pas de photo. Aucune preuve du boucau de sang, pas de photo également. C'est bien commode quand on doit soutenir l'accusation. Alors, comme un tour de passe-passe, pour finalement légitimer le manque de preuves dans ce dossier, le parquet nous dit « Regardez les vidéos, regardez les films ». Et alors, avec une grande audace quand même, Madame la procureure, regardez les films en streaming, de façon légale, complètement légale, sans payer, sans rien du tout. C'est le parquet qui vous le dit. Allez-y, vous ne serez pas poursuivis. Regardez les films. Et ensuite, comme le parquet avait beaucoup d'arguments dans cette affaire, elle vient vous amadouer en rappelant les jurisprudences antérieures, la jurisprudence Carr, la jurisprudence Fantomas, et j'en passe et des meilleurs, preuve que le dossier ne tient à rien. Nous avons eu un commentaire sur le fait qu'offrir finalement un gremlin à un enfant. Parce que oui, justement, venons-en à cela. Est-ce que M. Pelzer est un adulte? Est-ce que votre juridiction est réellement compétente? Est-ce que M. Pelzer ne devrait pas être devant un tribunal pour enfants? Nous n'avons pas l'âge de M. Pelzer. Néanmoins, j'attire l'attention de la juridiction qui se situe quand même au lycée. Alors certes, vous allez me dire, on en convient, que nous pouvons être majeurs et au lycée. Étant né au mois de décembre, ça me paraît peu probable. Mais effectivement, il y a des personnes qui, avec un peu de retard, qui comprennent les choses de façon un petit peu plus ralentie, comme le parquet, effectivement, sont encore au lycée lorsqu'ils sont majeurs. Néanmoins, on pourrait se poser la question de votre compétence. On vient nous dire que, effectivement, offrir un animal à une personne au lycée, oh là là, c'est pas bien, hein, c'est très dangereux. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un âge limite pour offrir un animal à un enfant. Et je pense que beaucoup de personnes devraient être poursuivies parce qu'ils offrent des petits chiens à des enfants de 4 ans, quand même. Et je m'interrogeais de façon liminaire, finalement, de savoir qu'est-ce qu'un gremlin. Est-ce un humain? Est-ce un animal? Est-ce un objet? Et là, le parquet m'a donné la réponse.
c'est un animal. Et là, ça change quand même complètement l'accusation, complètement les chefs de prévention. C'est un animal. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être responsable de ses actes, mais bien le gardien de cet animal, et non pas le propriétaire, comme on cherche à nous le démontrer depuis le début. Certes, peut-être que M. Pelzer est le propriétaire, et encore, nous pourrions discuter sur ce point, car le véritable propriétaire, celui qui a acheté le Gremlins, n'est autre que le papa de M. Pelzer, Billy, et non pas Billy Pelzer. Donc, le véritable propriétaire, si on souhaite poursuivre de façon finalement cocasse en pénal, mais qu'on souhaite quand même poursuivre le propriétaire de l'animal, ce n'est pas Billy Pelzer qui devrait être devant votre juridiction, mais bien son papa, puisque c'est lui le véritable propriétaire. Alors, j'entends déjà les civilistes convaincus me dire oh, « Mais non, un animal est un bien meuble, possession vos titres. » Eh bien, je suis renchéri, possession vos titres, effectivement. Donc, M. Billy Pelzer possédait, effectivement, pour le premier fait qu'il lui reprochait, à savoir la multiplication avec son petit frère et la goutte d'eau qui est tombée, effectivement, il avait le gardien, il possédait la chose, donc, et nous reviendrons sur ce fait qui est hautement contestable, mais nous pourrions éventuellement l'imaginer. Néanmoins, pour la suite des faits, si c'est un animal, M. Billy Pelzer n'était pas le gardien de cet animal au moment des faits. Ce n'était pas lui le responsable. Et nous devrions poursuivre tous ceux qui l'étaient. Alors, c'est bien commode. Le professeur qui avait la garde, le professeur de SVT qui avait la garde de, finalement, l'animal qu'il a tué, on ne peut pas le poursuivre puisqu'il est mort. C'est bien commode. Donc, pour se rattraper, on va pousser un peu la mule en mettant comme chef de prévention à mon client ces faits qui, alors que mon client n'a rien à voir, il n'était pas là, il n'a pas donné à manger, il n'était même pas au courant, il a juste donné un animal pour une expérience scientifique. Alors là aussi, j'entends déjà les militants de Greenpeace dans la salle. Des expériences sur les animaux, mais quel salaud! Mais quand même, ce n'est pas encore illégal, puisque ces expériences déclarées, des expériences pour l'humanité, pour l'évolution humaine, il n'y a pas ici d'infraction. Et d'ailleurs, on ne lui reproche pas ça, d'ailleurs. Quand j'entends, il n'a pas prévenu les autorités. Mais au lycée, qui est l'autorité? Vous, qui était votre autorité au lycée, si ce n'est votre mère, si ce n'est vos parents? Et le parquet vous le dit, il a prévenu sa mère. Donc oui, il a prévu les autorités. L'autorité pour lui qui était légitime, c'était sa maman, et non pas la police, comme on souhaite nous le faire croire du côté du parquet. Alors, on peut revenir finalement sur le premier fait, de savoir si effectivement il a prévenu ou pas son petit frère. Alors, bien commode, nous n'avons pas l'audition du petit frère, évidemment, sinon on nous aurait vendu que c'était le petit frère, que M. Pelzer lui a obligé, le couteau sous la gorge, à dire que oui, il l'avait prévenu, on ne sait pas. En tout cas, sur ce fait, qu'est-ce qu'il lui reprochait? D'avoir dupliqué un animal. Mais c'est bizarre, dans les préventions, je ne vois pas finalement le clonage, qui effectivement est répréhensible, mais mon client n'est pas accusé de clonage aujourd'hui. Alors, de quoi on l'accuse? De mise en danger délibéré de la vie d'autrui. Mais quel danger? À quel moment son petit frère a été en danger devant deux gremlins qui étaient inoffensifs? Il n'était absolument pas en danger. Et je rappelle quand même que la mise en danger délibérée suppose qu'il y a un règlement, qu'il y a un texte qui vienne et que c'est une violation d'une règle d'un texte. Or là, quel texte? Vous pensez réellement, sincèrement, que les dires d'un vendeur chinois équivaut à un texte réglementaire? Je laisse cela à votre entière appréciation. Alors, sur le débat, était-il 23h15, minuit? Là, le parquet nous dit « Oh ben oui, on peut voir la différence s'il est 23h15 à minuit. » Alors, je pense que Madame la procureure, évidemment, est une fan de l'astronaute, une fan finalement du Soleil, de la Lune, etc. et peut effectivement repérer la position de la Lune en fonction de l'heure. En tout cas, mon client, ça ne l'est pas. Ce n'est pas un fan astronaute, il n'est pas vraiment fétichiste des étoiles, comme on nous l'a dit dans le Scar, le papa qui monte au ciel. Bon, mon client n'est pas trop un adepte de ces croyances presque religieuses, presque mystiques.
Et donc, je suis désolé, mais personnellement, à 23h15, je ne peux pas savoir si c'est 23h15 ou minuit. Il fait noir, tout ce que je vois, c'est du noir, 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 noir. S'il y a la pleine lune, éventuellement, on peut avoir un peu de lumière, mais en tout cas, ça va être compliqué de savoir si c'est 23h15 ou minuit. Et donc là encore, l'acte était complètement volontaire de donner à manger après minuit. Et justement, il a vérifié, est-ce qu'il était minuit? Non. Et c'est pour ça qu'il a donné à manger. Non pas pour, finalement, détruire le monde comme on veut nous faire croire. Hein. Pourquoi pas? Mais non, ce n'est pas le cas. On vous vend de la poudre de perlimpinpin. Ils sont partout dans nos campagnes. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas partout dans nos campagnes. Il n'y a pas des tueurs sanguinaires de chaque côté. Et la nuit, c'est la nuit. On ne peut pas savoir quelle heure il fait. Enfin, sur les violences volontaires, j'en terminerai là car vous voyez que rien ne tient. On nous vend la légitime défense et l'acte proportionné. C'est vrai que quand vous avez... Alors, nous sommes dans un cinéma. Alors, effectivement, on ne nous précise pas le nombre de places. Allez, on peut raisonnablement estimer qu'un cinéma, c'est à peu près une centaine. Allez, je vous fais un prix, une centaine, Madame la procureure, je vous fais un prix. Allez, au bas mot, 100 places. Vous pensez que 100 places remplies de gremlins qui ont déjà fait des victimes, vous êtes tout seul, ou à 2 ou à 3. Allez, mettons à 3. Je conclue, Madame la Présidente, ne vous inquiétez pas. À 3, pour une armée de 100 gremlins. Est-ce que vous pensez vraiment que foutre une bombe là-dedans, c'est disproportionné? Imaginez les gremlins comme des terroristes. Imaginez au Bataclan. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a dit au GIGN, oh là là, c'est quand même disproportionné ce que vous avez fait, alors qu'ils étaient 200, 300 membres du RAID, GIGN, etc., contre 4-5 terroristes avec quelques explosifs, avec quelques kalachnikovs. En tout cas, vous voyez bien que la proportion ici est bien remplie. Mais à titre subsidiaire, si votre juridiction ne se venait pas à retenir la légitime défense, peut-être nous pourrions partir sur l'état de nécessité. Est-ce que ce n'était pas un état de nécessité pour l'État, pour la civilisation, pour la sauvegarde de la nation, que de lancer cette bombe dans ce cinéma? Et c'est pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Tribunal, que je ne peux que vous demander la relaxe de l'ensemble des chefs de présomption pour mon client. Je vous remercie. Est-ce que les assesseurs ont des questions? Maître, vous avez sous-entendu à deux reprises la responsabilité des parents et je voulais savoir si votre client était d'accord avec votre défense, celle d'appliquer du coup la responsabilité de ces deux parents. Mais bien sûr, sans aucune difficulté. Si les parents, vous pensez que les parents sont responsables, ils doivent être condamnés. Néanmoins, ça me paraît compliqué puisqu'ils n'ont pas présenté leur argument de défense aujourd'hui devant notre juridiction, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, également pour la défense, j'ai une question par rapport à la mise en danger délibérée qui est reprochée à M. Pelzer. Est-ce que le fait que les gremlins se sont transformés suite à l'alimentation qu'il leur a donnée en pleine nuit et le fait qu'ils aient attaqué sa mère dans la cuisine ne serait pas de nature à pouvoir retenir cette infraction selon vous? Alors non, déjà parce que dans la prévention, il n'est pas fait mention justement de l'homicide de madame. Alors si l'homicide de madame avait été dans la prévention, nous aurions pu débattre sur ce point. Néanmoins, vous me posez donc la question de savoir si le décès de la maman, finalement, pourrait être imputable à mon client. Sa mise en danger délibérée. Sa mise en danger délibérée. Mais ce n'est pas mon client qui a versé l'eau, ce n'est pas mon client qui a fait cloner ces monstres. Ce n'est pas mon client, et mon client n'avait pas connaissance de la dangerosité de ces personnages au moment des faits. Donc, même si vous retenez l'élément matériel, vous ne pouvez pas retenir l'élément moral. La mise en danger délibérée de la vie d'autrui, délibérée. Or là, il n'y a pas de délibéré, puisqu'il n'était pas au courant que ces animaux inoffensifs, au premier abord, finalement,
était dangereux et pouvait créer une mise en danger délibérée de la vie mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Il s'en est rendu compte lorsqu'il a découvert, effectivement, après que son professeur avait été tué par un de ces animaux enragés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas finalement redormir chez lui tranquillement les deux oreilles. Il court, il appelle sa mère, il court à sa maison pour justement empêcher cette mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc non, on ne peut pas retenir la mise en danger délibérée d'autrui, à mon sens, pour ce fait que vous vous incriminez, que vous visez, j'espère. Je crois en votre indépendance. Je vais rebondir sur la question de M. l'assesseur. Merci pour vos questions, monsieur et madame l'assesseur, si vous n'en avez plus. Vous affirmez, maître, que votre client n'a pas cloné le mogwai, mais ce n'était... Enfin, j'aimerais cette précision factuelle. Ce n'est pas mon propos, madame la présidente. Oui, mais c'est ce que vous avez dit mot pour mot à l'instant. Je dis que mon client n'est pas... ma question, si vous me permettez. Vous avez affirmé que votre client n'avait pas cloné le mogwai, mais en se rendant délibérément jusqu'au laboratoire de son professeur d'SVT pour verser une goutte d'eau alors qu'il s'agit d'une des règles interdites, n'a-t-il pas voulu et n'a-t-il pas commis un clonage? Mais le débat est stérile, il n'est pas poursuivi pour du clonage. Donc on ne peut pas lui reprocher du clonage aujourd'hui devant votre juridiction. Il n'est pas poursuivi pour du clonage. S'il était poursuivi pour du clonage, vous reconvoquez mon client et on s'expliquera sur ce point. Et vous ne pouvez pas non plus retenir la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, puisque lorsqu'il a cloné, il n'était pas au courant que les animaux allaient devenir enragés à la suite de ce clonage, puisqu'il s'en rend compte uniquement quand le professeur est retrouvé mort, ça veut dire le lendemain de cet acte. Donc, quand bien vous semble, même si je pourrais vous répondre oui, il a cloné, même si je n'en suis pas tout à fait convaincu, vous ne pourrez pas le reconnaître coupable de ces faits puisque votre juridiction n'a pas été saisie pour ça. Ce n'est pas ma faute et ce n'est pas à moi de pallier les lacunes d'un parquet défaillant. Vous demanderez de faire preuve de confraternité à l'égard... Ce n'est pas ma consoeur. Hein. Je vous demanderai de faire preuve de... On nous vante l'indépendance devant la CEDH, mais dès qu'on arrive dans une juridiction, c'est terminé. Je vous demanderai de faire preuve d'un peu de respect envers Madame la présidente. Je n'ai pas d'autres questions. Monsieur l'assesseur, madame. L'audience est suspendue et nous allons délibérer. Merci. C'est un des animaux, Star Wars, Spider-Man et la capacité intellectuelle qu'il a fait Harry Potter. C'est la capacité émotionnelle Quand je te dis sur des plateformes de streaming légales, c'est Netflix. Ouais, tu peux tourner dans ton sens. Ah, je ne voulais pas le nommer de plateforme. Je ne sais pas, on l'a pris normalement tout à l'heure. Faire soustraire. Et franchement, la responsabilité des animaux, c'est pas total. C'est à un moment donné.
Ça dépend de la... Alors, avant de délibérer, je souhaiterais remercier Maxime, qui est juste devant et qui a plaidé tout à l'heure dans l'affaire Jacouille, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Et donc, on peut l'applaudir. L'audience reprend. La Cour a délibéré et la Cour décide qu'au regard du jeune âge de M. Billy Pelzer, une peine d'emprisonnement ne serait pas adaptée, mais convient que des travaux d'intérêt généraux d'une durée d'1 an au sein de la SPA seraient plus judicieux et condamne également M. Billy Pelzer à un stage de sensibilisation sur comment prendre soin de son animal de compagnie, à savoir le mogoué. Voilà, je vous remercie. De 10 jours pour faire appel de cette décision et l'audience est levée. Merci.